C'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Bevy. Donc on a déjà posé la question. Qui connaît Bevy ici? Qui a déjà utilisé Bevy? Ok, super, merci. Donc on va faire des jeux en Rust, mais en vrai pas que, parce que Bevy, on peut faire aussi des applications 3D. Enfin, c'est pas limité à des jeux, mais la presse, elle est quand même orientée jeu. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Tristan Mendron. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sous le pseudo Holycode qui est écrit juste en dessous. Je fais du Rust depuis à peu près 3 ans en tant que développeur de jeux indé. Avant ça, j'ai fait du Python dans un service data dans le secteur du transport maritime. Et sinon, j'ai fait 20 ans de PHP dans quelques boîtes toulousaines et lilloises. Et donc, depuis 3 ans, je travaille sur mon premier jeu commercial qui s'appelle Green Fit Heaven. C'est un jeu de gestion, c'est un mix, pour ceux qui connaissent, entre Rimworld et Stardew Valley. Donc ça se joue comme Rimworld, mais c'est plus tranquille comme un Stardew Valley, quand on en a marre de se faire attaquer par des pirates de l'espace. Donc ce jeu est fait avec Bevy, intégralement. Bevy, pour le présenter en quelques mots, c'est un moteur de jeu qui est complètement implémenté en Rust, qui est complet. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la question de quel moteur de rendu je peux prendre, qu'est-ce que je vais prendre pour l'audio. En fait, il vient avec quasiment tout, à l'exception d'un moteur physique, c'est peut-être le truc qu'on pourrait lui reprocher, et d'une couche réseau. Il est modulaire, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, s'il y a une partie qui ne vous plaît pas, rendu 2D ça ne me plaît pas, hop, on peut la débrancher. Et on peut vraiment réduire le moteur à son cœur si on a envie pour juste bénéficier de l'architecture. Il est gratuit et open source, donc on a quelque chose qui est proche de Godot en termes de licence et on n'est pas embêté par exemple par Unity ou Unreal qui des fois du jour au lendemain ont changé un peu le rev share. Attention, c'est un projet qui est encore jeune, enfin il a quelques années, mais le projet est considéré comme encore jeune. Il y a des BC breaks assez fréquents dans les montées en version. C'est pas hyper douloureux, mais quand même, il faut savoir que ça arrive systématiquement. Et vraiment, chaque version, il y a de la casse. Il n'y a pas d'éditeur, mais soon, donc vous n'aurez pas un éditeur visuel comme Unreal ou comme Unity ou Godot, mais ils y travaillent dur, et chaque version, on sent que ça se rapproche. Il y a certains modules qui sont un peu bruts. Je ne vais pas couvrir la partie audio dans cette présentation, mais c'en est un bon exemple. Moi, à titre personnel, j'ai préféré utiliser Fmod, donc un branchement Fmod, pour bénéficier de tout ce qui est spatialisation ou par exemple le triple jump à la Mario. J'ai pas mis mon timer. Il y a quelques succès au compteur, déjà sortis. Donc il y a un jeu qui s'appelle Tiny Glade, pour ceux, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. C'est un petit jeu mignon où on construit librement un château et on fait des jolis dioramas. Ça tourne avec Bevy. Alors ils ont utilisé leur propre moteur de rendu, mais c'est le moteur Bevy derrière. Il y a un jeu que je ne connaissais pas et qui est un succès commercial qui est mentionné sur le site de Bevy, qui est un jeu où en gros on est un sysadmin dans une ville souterraine et on doit gérer des PC. Mais il n'y a pas que du jeu, là je vous ai mis une capture, c'est un logiciel qui est fait par Foresight Lab, c'est une boîte canadienne qui fait du traitement de data 3D et qui utilise donc Bevy pour faire ses logiciels. Donc Bevy, c'est quoi la caractéristique principale? C'est que c'est un moteur ECS. ECS, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un pattern un peu comme MVC à l'époque. ECS, c'est Entity Component System. Donc en gros, on va découper notre logiciel en plusieurs parties. On va avoir des entités. Une entité, c'est quoi? En fait, c'est juste un identifiant. Donc, ça va être un ID, une plaque d'immatriculation, on peut le visualiser comme on veut. Ces entités, on va leur attacher des composants. Les composants, c'est de la data. Donc là, par exemple, j'ai une position ou j'ai de la santé. Voilà, c'est des structs en Rust. C'est de l'information que je vais coller sur mes entités. Et les systèmes, ils sont là pour traiter la data, donc c'est des fonctions Rust qu'on va exécuter, qui vont faire des requêtes sur les composants pour les lire et les altérer. C'est quoi l'intérêt de faire de l'ECS par exemple par rapport à la programmation objet, comme on peut connaître sur Unity ou même historiquement dans le dev logiciel? Historiquement, on avait tendance à penser, voilà, je fais le coup classique de la hiérarchie d'objets, j'ai une forme de vie, qui va gérer par exemple les points de vie, et puis je vais diviser ça entre les créatures qui peuvent se déplacer et celles qui font de la photosynthèse, donc je vais prendre des vaches et des arbres qui vont hériter de ces classes, et c'est super, on prévoit notre archi comme ça et tout est nickel, tout est bien rangé, sauf que on avance un peu dans le développement de notre jeu, et qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter des tréants? Donc pour les fans de fantasy, c'est les arbres qui marchent. Qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter des oiseaux, des plantes carnivores, voilà. On va se retrouver en fait à devoir mélanger un peu toute notre structure d'héritage, on va devoir la mélanger. Et il va y avoir un effet où on va remonter les méthodes, on va dire photosynthèse en fait on en a besoin pour faire un triangle qui marche, donc on va déplacer le code vers le haut, ça va remonter vers l'iForm et à la fin on a ce qu'on appelle un God Object où on a tout dedans et en fait on a perdu le sens de notre archi objet. Dans un moteur ECS, dans l'architecture ECS, les composants, c'est fait pour faire de la composition. Par exemple, une vache, ça va être 3 composants. Forme de vie pour gérer les PV, walker pour se déplacer, herbivore pour manger.
Du coup, comment on fait un tréant? En fait, on va enlever herbivore, on va passer le composant photosynthétiseur. Et ce que vont faire nos systèmes, notre code, ça va être d'écrire des requêtes. Par exemple, le système qui va régénérer de la vie pour ceux qui font de la photosynthèse, il va requêter le composant Lifeform et photosynthétiseur. Il s'en fout de savoir que c'est un tréant, une vache, une pâquerette. On va juste prendre ces deux composants, regarder dans photosynthétiseur les points de vie qu'il faut remettre dans Lifeform et le système fait juste ça. Et on va en fait accumuler les systèmes et à la fin, ça fait un jeu ou une application qui fait des trucs intéressants. Sur les performances, il y a des petits trucs intéressants. C'est que donc, les systèmes qui vont altérer vos composants, le multithreading est automatiquement géré. C'est désactivable avec un flag, mais par défaut, vous l'aurez. Bevy va se charger de ordonner vos systèmes de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas deux systèmes qui essaient d'accéder ou de se battre pour le même composant, et de répartir ça pour que ça tourne le plus vite possible. Et un autre truc intéressant, c'est qu'en mémoire, le stockage des composants, il est contigu. Alors, je ne suis pas expert en bas niveau, peut-être après, si vous avez des questions, on pourra en parler. Mais ce qui fait que c'est très cache-friendly pour le CPU. Donc, itérer sur des listes de composants, c'est super rapide. Les requêtes sont assez performantes. Ok, cool, pas mal de blabla. Dans la pratique, on veut du code, ça donne quoi? Donc, les premiers trucs que vous allez avoir quand vous faites du Bevy, c'est une application à créer dans le main. Donc ça va être le point d'entrée de notre jeu ou logiciel. On va instancier les plugins par défaut, ça c'est la logique de Bevy, c'est le moteur en lui-même. Et nous, notre taf, c'est d'écrire game plugin ou tous les plugins qu'on veut qui vont venir rajouter de la logique. Donc je vous propose un premier composant qui s'appelle player. Donc ça c'est voilà, j'ai créé un composant qui s'appelle player qui a 0 état. On appelle ça aussi un marqueur component. Donc ça va permettre de marquer une entité. J'enregistre un système qui va s'exécuter au démarrage de l'application qui s'appelle setup. Et setup, il fait quoi? Je récupère, j'injecte la liste des commandes et je dis on va spawner une entité qui aura un composant et ce composant c'est player. Attention, les commandes, l'exécution n'est pas immédiate. Donc là, ce command.spawn, vous aurez pas, votre entité ne va pas exister dans le monde directement. C'est du deferred et j'en reparlerai un petit peu après. On va avancer un petit peu, on va faire des trucs un peu plus intéressants comme afficher un sprite. Donc là, je rajoute un nouveau système qui va tourner sur update. Alors update, comme startup d'ailleurs, ce sont des schedules. Un schedule, c'est un planning d'exécution sur lequel on peut brancher des systèmes. Et Bevy va se charger de faire tourner ces schedules quand ça vous arrange. Donc le startup, c'est au démarrage. Update, ça va être à chaque frame. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails pour aller à l'essentiel. Donc là, à chaque frame, j'ai un système qui va tourner, qui va faire une requête, qui va dire donne-moi toutes les entités pour lesquelles il y a un composant player qui a été inséré depuis la dernière fois où ce système a été exécuté. Et puis on va itérer sur tout ce qui match. On va créer un composant sprite, donc on va charger un asset, on le met dans le composant sprite qui est fourni par Bevy et on l'insère sur l'entité toujours avec une commande, donc attention toujours en asynchrone. Il y a un truc intéressant là, donc c'est asset server, c'est une ressource. Le modèle mental à avoir, c'est que c'est un singleton en gros. C'est un truc auquel vous avez accès dans tout votre programme. Et asset server, c'est fourni par Bevy, ça permet de charger des assets. Attention, le loading des assets, il est en async. Et là, je vais armer un petit fusil de Chekhov parce qu'il y a un truc un peu compliqué sur lequel j'aimerais revenir, mais on en parlera au moment de faire tirer ce fusil. Donc notre premier composant, on va créer notre premier composant, vrai composant avec de la data, et je vous propose de créer un composant qui s'appelle direction. Là on est dans un jeu, on va imaginer un jeu en 2D plateforme, on a un personnage qui peut aller à gauche ou à droite, et on veut gérer ça. Donc là on va faire un système avec une requête où on va choper pour toutes les entités qui ont le composant marqueur player, on va choper le composant de transformation qui va gérer la position dans l'espace, et l'entité, l'identifiant de l'entité qui nous intéresse. Derrière, on a toujours des ressources donc, qui permettent de gérer les inputs clavier, le temps. Ça, je passe un peu rapidement, ce n'est pas le plus intéressant. Et donc, à chaque frame, on va vérifier si on vient juste d'appuyer sur une touche du clavier gauche ou droite, et bien on va insérer le bon composant direction gauche, direction droite. Ça, c'est intéressant ce composant parce qu'on va vouloir s'en resservir, par exemple, dans du code qui va gérer la caméra pour la placer le personnage, on voit le plus possible devant le personnage, par exemple. On pourra faire plein d'autres systèmes qui vont réagir en fait à cette direction. J'ai aussi montré un exemple de mutation. Donc là, c'est tant que je vais presser les flèches sur mon clavier, je vais altérer les propriétés de translation de mon personnage pour le déplacer, en prenant en compte le temps pour éviter que le jeu soit lié au FPS. Bon, ça c'est des trucs de game dev, c'est pas le plus intéressant.
Ok, c'est cool, j'insère un composant direction, mais mon personnage, en fait, il a toujours la même tête, qu'il avance ou qu'il recule. Donc je vous propose d'écrire le système suivant qui va être en réaction en fait à direction, qui va dire pour tous les joueurs qui ont une direction qui a changé, donne-moi l'entité et la direction, et en fonction de la valeur de direction, on va changer le sprite. Voilà. Ça c'est cool parce que pourquoi on n'a pas instancié directement le bon sprite, on n'a pas géré ça dans le système qui bouge. Peut-être qu'en fait on va avoir un autre système où le personnage il meurt, donc il est désinstancié, et on a un autre système de respawn qui va réinstancier le composant player. Là on a la garantie que ce truc qui tourne dans son coin, on n'a pas à s'en soucier, quoi. On peut manipuler player sans crainte de devoir gérer le sprite. Super. Maintenant je viens de déclarer mes deux systèmes, donc celui avec les inputs, le déplacement, celui pour updater les sprites. Je lance mon jeu et là je me rends compte que j'ai un problème, c'est pas tout le temps. C'est un peu aléatoire, mais souvent quand mon personnage va changer de direction, il va faire un petit peu de moonwalk, et hop, il se retourne, et après il part dans la bonne direction. En fait, le code que je vous ai montré, on a introduit un problème qui est assez fréquent avec Bevy, qui est du one frame delay. Alors le one frame delay, c'est quoi? Je vous montre là le plan d'exécution d'une frame. Nos systèmes, on a la garantie qu'ils ne vont pas entrer en conflit, mais on n'a pas de garantie sur l'ordre d'exécution, c'est Bevy qui va décider. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aléatoirement, on peut tomber dans ce cas de figure, où en fait, j'appuie sur mon clavier à la frame 1, donc player input, là, il va commencer à modifier le transform, ça c'est immédiat, c'est une mutation, puis il va insérer direction, ça c'est une commande different, et elle va être appliquée dans la frame, il va faire le rendu, donc en rouge, le carré rouge, c'est le rendu, donc là, mon perso a commencé à bouger, mais il ne s'est pas retourné, parce que le système qui va retourner mon sprite, c'est update sprite, et lui, il a déjà tourné pour cette frame, il va tourner qu'à la frame suivante. Donc là, en fait, l'ordre dans lequel vous exécutez vos systèmes, il est vraiment primordial avec Bevy. Pour corriger ça, il est possible d'ordonner les systèmes. Donc là, j'ai mon player input. Je dis, en fait, tu vas t'exécuter avant update sprite. Donc là, on a la garantie qu'il n'y aura pas de one frame delay. C'est cool, mais sur un projet qui va un peu scaler, ça peut devenir pénible de mettre des before partout, des after partout. C'est pas très maintenable, surtout si vous avez plusieurs plugins. Il y a une possibilité, c'est de déclarer ce qu'on appelle des system sets. Alors un system set, c'est quoi? En gros, c'est un struct nommé sur lequel on va appliquer une configuration. Donc là, je dis tout ce qui est dans input set, ça va s'exécuter avant core set. Donc le chain, ça permet de dire c'est dans l'ordre. Je pourrais avoir 10 system sets là, ils s'exécuteraient dans l'ordre. Et quand je vais déclarer mes systèmes, je vais dire en fait, update sprite c'est dans le core set, player input, c'est dans le input set. Et là, ça marche, c'est ordonné. Et comme je peux publier ces structs sur mes autres plugins, je peux venir chaque plugin peut venir s'encastrer dans l'ordre d'exécution que vous voulez, quoi. Petite parenthèse sur les commandes, parce que j'ai dit que les commandes étaient deferred, donc ça aussi, ça peut être une source de one frame delay. Quand est-ce que les commandes sont appliquées? Alors la doc de Bevy a dit qu'en gros, les commandes sont appliquées quand c'est safe. Cool, c'est quand que c'est safe en fait? Pour Bevy, c'est safe quand aucun système n'est en train de lire ou d'écrire dans le monde, là où vivent vos entités avec leurs composants. Vous avez une garantie que ça va se produire à la fin d'un schedule. Donc là, il y a quelques styles pré-update, update, post-update. Voilà, à la fin d'un schedule, vous avez la garantie que vos commandes sont traitées et que le schedule suivant va pouvoir voir le résultat de ces commandes. Donc si on a inséré des composants, le schedule d'après, il les verra. Il y a une autre promesse qui est faite par Bevy, c'est que quand vous ordonnez deux systèmes, vous avez la garantie que les commandes de l'un seront visibles dans l'autre. Ça, c'est Bevy qui va, en faisant sa résolution de dépendance et de graphe, il va automatiquement vous insérer des espèces de breakpoints pour ça. Et si jamais vous avez vraiment peur et que vous voulez vraiment que ce soit appliqué, vous pouvez le faire vous-même en exécutant le système apply deferred qui est un struct, parce que oui, un struct peut être un système s'il implémente les bons traits. Et ça, c'est fourni donc par Bevy. Un sujet qui est hyper important, donc j'ai montré comment on pouvait requêter par composant, genre donne-moi tous les composants, toutes les entités qui sont des arbres. Mais comment on fait si on veut trouver des composants de façon arbitraire? Un missile qui explose en 42-67, je veux toutes les unités que j'ai sélectionnées avec ma souris, comment je peux les marquer, trouver le lit le plus proche si je fais un jeu de gestion, ce qui est mon cas. Alors la première solution, c'est une non-solution en fait, c'est si le volume d'entité est faible, moi ma règle c'est moins de 500, si le code ne va pas forcément s'exécuter à chaque frame, on peut brute forcer en fait, vu qu'on va bénéficier du fait d'itérer sur des composants qui est ultra rapide. Petit exemple, j'ai un composant sélectable sur toutes les unités de mon jeu qui sont sélectables. Au moment où je trace un carré avec ma souris,
je peux déclencher en fait un système qui lui va itérer sur tout ce qui est sélectable, regarder si c'est dans le rectangle et mettre un composant selected que je pourrais ensuite réutiliser comme marqueur component pour dire donne-moi toutes les unités qui sont sélectionnées, on va mettre un petit carré, on va afficher une barre de vie, on va faire ce genre de truc. Et la solution 2, quand il n'y a pas le choix, parce qu'il y a beaucoup d'entités, alors on va créer un index. Alors un index, c'est un grand mot. Dans mon cas, vous allez voir. Alors, admettons, j'ai un composant position qui est pour le coup immutable et ça va être important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas muter ce composant. Si on le modifie, il faut forcément le réinsérer pour qu'il écrase son ancienne valeur. On va en parler à la slide d'après. Et là, j'ai fait un petit index, alors vraiment qui est assez naïf comme implémentation. L'idée, c'est je vais associer à une position la liste des entités qui sont à cette position. Comment je maintiens cet index synchronisé? Parce que là, je suis quand même en train de créer deux sources de vérité dans mon programme, ce qui est toujours dangereux. Si j'ai un index qui est désynchronisé, je vais choper des composants en fait, qui ne sont pas là. Il y a une fonction qui est fournie par Bevy, une fonctionnalité qui est fournie par Bevy, pardon. C'est les observeurs. On peut déclarer des sortes de systèmes un peu spéciaux qui sont des observeurs. Ils commencent toujours par un event. Donc là, l'event que je vais surveiller, c'est chaque fois que le composant position est inséré sur une entité. En fait, cet observeur va se déclencher et il ne va pas se déclencher n'importe quand, ce n'est pas plus tard dans la frame, il va se déclencher à l'exact moment où la commande est traitée. Donc quand Bevy dit « Ok, je passe en mode apply deferred, je traite toutes mes commandes », ah là j'ai un composant position qui est inséré, boum, c'est le moment, est-ce que j'ai des observeurs, je les déclenche. Donc vous avez la garantie que ce truc, ça va tourner vraiment au plus proche de l'insertion du composant pour refléter au mieux la réalité. Et attention, les mutations ça ne compte pas, muter un composant, ce n'est pas l'insérer. Et c'est pour ça que notre composant, on l'a mis dans la slide précédente en immutable. On ne peut pas attraper les mutations avec les observeurs. Après, le contenu de l'observeur, il est pas hyper, il est assez banal. On va récupérer du coup la valeur du composant et appeler l'index et dire hey, vas-y, index mon truc à la position. De la même façon, on a un événement qui dit quand la position elle est retirée d'une entité ou que l'entité est despawnée, on va désindexer pour ne pas garder des trucs fantômes. La façon de lire l'index, alors je vous l'ai mise, c'est un peu bateau, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des events custom. Là, par exemple, j'en ai déclaré un qui est je tire un missile sur une position. En fait, on va pouvoir après créer un observeur qui va surveiller cet événement et réagir. Donc ça, c'est un peu une façon d'avoir... j'ai un système, je ne veux pas l'exécuter à chaque frame, c'est un truc vraiment spécifique, genre un missile explose. Je le mets en observeur. Comme ça va se déclencher que quand j'ai envie. Après, l'observeur en lui-même, c'est je récupère les entités de mon index, j'itère dessus et puis je fais des trucs. Donc là, par exemple, j'enlève de la vie. Je pourrais re-trigger d'autres événements si j'avais envie. Je peux vraiment faire ce que je veux, ce que je veux, quoi. Et là, pan, mon fusil. Alors, on va reparler un peu des assets parce que c'est un truc qui n'est pas forcément hyper bien documenté. C'est que le chargement des assets se fait donc en asynchrone, mais il est possible de précharger vos assets et ça va introduire un concept qui est intéressant avec Bevy. Donc pour précharger les assets, je vais créer une ressource custom qui va stocker un handle vers le dossier que j'ai chargé. Je vais avoir un système au démarrage qui dit hey, vas-y, charge mon dossier. Donc là, charge tout mon dossier asset, file-moi le handle, moi je le mets dans ma ressource et je le mémorise. Et derrière, j'ai un système qui va tourner à toutes les frames et qui va dire et là, tu as chargé, et là, tu as chargé, du polling quoi. Et quand c'est chargé, trop bien, mais en fait, on fait quoi là? Petite parenthèse à nouveau sur les états. Donc dans Bevy, une application Bevy peut avoir des états globaux. Là, j'en ai créé un, c'est AppState, donc il y a chargement ou enjeu. Il faut la déclarer au niveau de l'application, bon ça c'est du code initialisation. Mais le truc intéressant, c'est que ça va nous donner accès à des nouveaux schedules, donc le schedule planning d'exécution de mes systèmes. Là, j'ai un schedule onEnter, et onEnter, il accepte une valeur qui est un état. C'est au moment, la frame où j'entre dans l'état enjeu, je peux appeler un système, il va tourner sur cette frame-là. Donc là, j'ai mon setup player qui va spawner mon player. J'ai fini de charger, je spawn mon player. Là, j'ai un autre système du coup qui lui va tourner toutes les frames, mais avec ce qu'on appelle une run condition, donc une condition d'exécution. Et la condition, c'est je suis dans l'état loading. Alors les conditions d'exécution, on peut faire plein de trucs. On peut créer des sortes de systèmes qui envoient des booléens et c'est une condition d'exécution. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire des trucs. Moi, je crois que j'en ai un de mémoire dans mon jeu où quand la souris va survoler l'interface, ça va mettre une run condition pour dire quand je clique et je ne veux pas sélectionner l'arbre qui est derrière mon text input. Comment on passe dans un état? Donc là, tous mes assets sont chargés, c'est cool. On dit à la prochaine frame, on insère une ressource qui dit à la prochaine frame, on sera in-game. Donc ça permet de finir proprement une frame et de ne pas changer d'état en plein milieu comme un sauvageon.
On peut le faire, Bevi l'interdit pas, on pourrait choper la ressource en mutable et le faire, mais c'est plutôt déconseillé, ça peut casser des trucs. Et c'est pas fini, parce qu'une application peut avoir plusieurs états, alors c'est pas de la physique quantique, hein, on peut déclarer plusieurs states, et ces états vont pouvoir exister parallèlement. Par exemple, dans mon jeu, j'ai un cas où j'ai AppState qui va dire est-ce que je suis dans le menu principal, est-ce que je suis en jeu, est-ce que j'ai gagné ou perdu. Mais j'ai aussi un state qui s'appelle cohérence, qui permet de savoir si le monde est cohérent. Quand je charge des sauvegardes, je veux faire une jolie barre de chargement, donc j'ai besoin que ma save elle se charge sur plusieurs frames pour que je puisse montrer une barre de progression. Ben en fait, quand je charge mon monde, je suis un peu dans un état incohérent où j'ai chargé la moitié des trucs et j'ai des systèmes, je ne veux absolument pas qu'ils tournent. Donc je peux mettre une run condition qui dit ben, quand le monde il est incohérent, tu t'exécutes pas. Et quand j'ai fini de charger, je dis ça y est, mon monde il est cohérent et automatiquement tous mes systèmes qui ont besoin de cette cohérence vont s'exécuter. Un état peut avoir des propriétés et aussi on peut créer des vues sur les états, ça c'est assez pratique. Petit exemple, on repart sur AppState, sauf que là ce coup-ci on a une valeur qui est une propriété qui est posed. Est-ce que le jeu est en pause ou pas? Ben en fait, que le jeu soit en pause, true ou false, c'est deux états différents. Si vous faites des run conditions, ça va matcher vraiment, et vous pouvez mettre des chaînes de caractères, des entiers, enfin tout ce qui va respecter vos traits là-haut, ça marche. Tout ce qui est hachable, ça va marcher. Moi, je m'en sers pour avoir des ordres de chargement. Quand mon jeu charge, en fait, il va y avoir la séquence de chargement principale, et en fin de chargement, j'ai un post-load qui va faire passer un entier de 1 à 100. Et c'est là où en fait tous mes plugins vont pouvoir réagir, dire hey, moi à 50, je vais caler telle logique. Voilà. Et vous pouvez avoir des systèmes qui ont. Vous aurez peut-être envie d'avoir des systèmes qui vont tourner quel que soit l'état. Si je suis en pause ou pas, j'ai quand même envie d'afficher mon bouton menu principal en haut et qui réagisse. Mais en fait, vous pouvez créer une vue, ce qu'on appelle un computed state. C'est en gros un état virtuel que Bevi va gérer pour vous. Vous lui filez, vous implémentez la fonction compute qui, à l'état source, doit donner dans quel état je serai sur la vue. Et automatiquement, cet état il va être maintenu par Bevi. Donc là, je pourrais faire des run conditions sur in-game. Si l'état in-game existe, mes systèmes vont s'exécuter. Et ça montre aussi qu'on peut avoir des non-états. Par exemple, in-game, c'est un état, il est là ou pas là. Ce n'est pas un enum, on peut avoir un non-état. Hop. Et la UI, donc je vois qu'on est déjà à 20 minutes et j'ai démarré le timer un peu en décalé. J'ai un dernier petit sujet, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est la UI. Pourquoi? Parce que c'est un problème auquel j'ai été confronté quand j'ai démarré mon projet là, il y a 2 ans. La UI, c'était pas du tout mature. En tout cas, ce que proposait Bevi. Donc il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont utiliser Igui ou ceux qui vont utiliser la UI de Bevi. Alors moi j'ai commencé avec Igui. L'avantage c'est que c'est complet, c'est un choix qui est répandu dans la communauté, donc qui est très bien maintenu. Il y a des crates pour ça qui sont vraiment super pratiques. Par contre, pour ceux qui connaissent Igui, c'est du rendu immédiat, donc c'est du code impératif. C'est pas du tout ESS friendly, on se retrouve avec des énormes systèmes en fait où on dessine toute notre UI à chaque frame. Et quand on fait un jeu, c'est pas VFX friendly, donc VFX les effets visuels. On va vite être embêté, on va avoir des petits boutons qui se déplacent, des petits effets, ça clignote, ça machin, c'est galère. On va vite hacker et se battre contre Igui. Et entre le moment où j'ai commencé donc, mon projet, où j'utilisais Igui, et aujourd'hui, en début d'année, en fait, Bevi UI avait beaucoup gagné en maturité. Déjà, c'est ECS par définition, donc vous allez avoir le même principe de composants pour créer vos interfaces. La façon dont le rendu est géré, c'est Flexbox CSS-like, donc si vous êtes un peu sensible au front, vous ne serez pas dépaysé, c'est vraiment, ça se comporte comme si on faisait du CSS. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il manque encore quelques widgets, mais ça se complète de version en version. Là, il y a une version qui est sortie ce week-end, la 0.19, qui n'est pas dans la presse, mais ils ont rajouté tout ce qui est text input, par exemple, là où avant, il fallait utiliser des crates de la communauté. Donc vraiment, ça se renforce. Mais vous n'aurez pas le mode immédiat. Donc si, comme moi, vous avez écrit des centaines de lignes de code en impératif pour faire du rendu immédiat avec Igui, vous ne l'aurez pas dans Bevi UI. Sauf que il y a quelqu'un de la communauté qui a sorti un crate qui s'appelle Bevi Immediate et que je trouve qui est vraiment fantastique pour ça. C'est du code impératif, on a l'impression de faire du Igui, mais en fait derrière c'est Bevi et c'est des composants. Donc là par exemple en ligne 6, j'ai secondary button, c'est une fonction, code impératif. Si jamais là, ce système, je ne l'exécute pas sur une frame, toute ma UI va dépop. Bevi Immediate va gérer pour moi de retirer tous les composants, toute l'arborescence. Mais si le truc s'exécute, j'ai une entité qui va exister avec tous les composants que j'ai définis moi-même pour ce qui est pour moi un bouton secondaire. Et quand je vais vouloir faire des effets spéciaux, sonoriser, gérer le hover de la souris, je vais pouvoir écrire des systèmes qui sont bien pratiques et pas du code impératif avec Igui qui devient de plus en plus gros. Voilà, le rendu par défaut, c'est ça, quand vous l'installez. Mais avec un peu de theming, vous pouvez arriver à faire des trucs un peu plus sympas et qui ressemblent un peu plus à des jeux, en tout cas en pixel art dans mon cas.
Il y a énormément d'autres choses dont je n'ai pas parlé parce que c'est déjà assez dense. On peut faire plein de trucs avec Bevi, mais je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir écouté mes bêtises et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Alors moi j'ai une demande impératif, donc c'était très très clair, mais je me suis posé plein de questions. Et notamment Ouais. l'idée que dans un jeu il y a des actions qui vont avoir des conséquences articulées visuelles. J'ai pas compris comment ça pourrait être traité, étant donné qu'on fait tout à la frame. Ok. Ouais, donc là, ta question, si je résume, c'est comment je peux déclencher quelque chose et le traiter quelques frames plus tard. C'est ça, ou voir quelque chose qui continue de s'exécuter en fait. Ouais, ok. Alors, il y a je dirais qu'il y a deux trucs dans la question. C'est si tu veux, par exemple, déclencher un événement et le traiter en décalé, ce que tu peux faire, ce qu'il fallait faire à la main jusqu'à la version 0.19, c'était toi-même créer un timer, en fait, insérer un composant timer et dire j'arme un truc et quand le timer il arrive au bout, boum, conséquence du truc. Donc ça c'est vraiment si tu veux avoir un truc qui va se décaler dans le temps. Si tu veux du continu, alors j'ai du mal à... Si tu as un exemple concret, n'hésite pas. Par exemple, ne serait-ce que gérer une animation. Genre une explosion par exemple, Voilà. il y a un truc qui explose, je monte mon animation d'explosion et ça despawn. La façon dont le jeu est géré, c'est que j'aurai un composant avec la progression de l'animation. Et au moment, je vais surveiller, quand ce composant il est inséré, j'ai un système qui va être dédié à les surveiller. Et quand il y en a un qui arrive au bout, boum, il les despawn. Donc je vais avoir ça. Et je peux aussi y adjoindre un autre composant qui lui est en charge du rendu, qui va dire, ben, en fait, je fais avancer des frames ou du calcul si c'est du procédural pour avoir l'animation. Et en gros, les deux le fait de combiner les deux fait que tu as un truc qui va durer dans le temps et s'arrêter, quoi. Je pense que c'est comme ça que je l'attaquerai, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Si. Ok. Ouais. Est-ce que tu as observé des manques d'embellie qui t'ont vraiment bloqué ton projet? Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'il y a des choses qui m'ont manqué dans Bevi. J'en ai parlé donc pour la UI au début, j'ai été embêté parce que il y a 2 ans c'était moins mature que maintenant et c'est encore incomplet. Donc ça c'est un vrai problème qui m'a causé vraiment des challenges d'architecture parce que j'avais, comme un jeu de gestion, c'est beaucoup d'interfaces dans le sens UI, complexes, avec qui vont demander beaucoup de data pour faire des listings, des stats et tout. En fait j'avais des systèmes qui grossissaient, et avec UI, impossible de les couper et d'en faire des trucs un peu plus modulaires. On met toute sa UI, elle va être dans une fonction et on ne peut pas couper. Donc ça m'a embêté. Et un autre truc qui m'a embêté et qui continue de m'embêter, c'est l'audio. L'audio, il y a la gestion de la spatialisation du son, il y a quelques trucs sympas. La distorsion du son, on a vraiment une API bas niveau qu'on va pouvoir manipuler, faire des trucs. Mais dès qu'on veut des choses un peu simples comme le Mario Jump, on fait 3 sons différents sur une action en séquence. Ça, il n'y a pas, donc il n'y a pas de truc tout fait, il faut le coder soi-même et le maintenir. Donc je suis parti avec Fmod qui le gère déjà très bien. Et en plus, avec Fmod, on a du live reload, on peut avoir le jeu allumé et le studio allumé et on va mixer, répéter ses sons, enfin tester des trucs et c'est beaucoup plus pratique, quoi. Alors moi, ça ne m'a pas manqué à titre perso, mais il n'y a pas de moteur physique dans Bevi. On peut utiliser Rapier, il y a un crate pour ça, mais ce n'est pas un truc qui est intégré premier niveau, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, moi je vais est-ce que Ouais. ça prend longtemps à compiler sur un gros projet comme ça? Est-ce qu'il y a des stratégies par exemple de découpage en plusieurs crates? Parce que changer la couleur d'un bouton, ça oblige à tout recompiler du coup. Ouais. Alors c'est un vrai sujet. J'avais fait une présentation au Meetup Bevi il y a 1 an où je parlais justement de ce problème. Là, mon jeu actuellement, c'est 100 000 lignes de code. Si je le compile à froid, j'en ai pour 20 minutes, en tout cas sur un Windows, et comme ma cible sera sur Windows, je suis malheureusement obligé de le faire sur Windows. J'en ai pour 20 minutes à froid et ça peut aller jusqu'à 2-3 minutes en incrémental. Et effectivement, moi j'ai eu recours au découpage en crate. Donc j'ai un crate de modèles avec tout ce qui est vraiment partagé par toute mon app. Et après chaque domaine, on va dire les villageois, la gestion des tâches, la gestion des plantes, des animaux, ça va être des crates avec leur propre système. Et je me suis fait une convention de requête entre les deux en fait, où j'ai des events qui permettent de s'appeler l'un l'autre. Et tout ce qui est commun, ça va aller dans modèle. Donc en gros, quand je change du modèle, game over, c'est une grosse compilation. Et quand je vais bosser sur de la UI, justement un truc où je veux itérer assez vite,
ben, je fais en sorte d'avoir tout ça dans un crate qui est le plus haut possible dans mon arbre de dépendance. Comme ça, il n'y a que lui qui recompile et ça va plus vite. Et il y a une façon de tricher pour pouvoir éditer à chaud, c'est de bouger le maximum de choses dans de la data, dans des assets, c'est-à-dire de ne pas hardcoder le sprite d'un bouton, de ne pas le hardcoder dans un composant ou un système, parce que du coup il faut recompiler dès que ça bouge, mais plus de créer ses propres assets. Donc moi j'utilise le format RON pour déclarer des trucs, et ça Bevy va gérer le live reload, en gros, le rechargement à chaud des assets. C'est un flag à passer qu'on peut couper en prod ou quand on ship le jeu, mais qui est super pratique. Donc moi je m'en sers par exemple pour les effets visuels, tout ce qui est particules, explosions, ces trucs pour les caler. On passe son temps à tourner une petite molette, à recompiler, ça rend fou. Donc j'ai un système à base de RON et de RAI, le truc de scripting, où en gros, comme j'ai pas beaucoup de particules, c'est des jeux à pixels, donc pas des VFX compliqués, je déclare mes FX avec un fichier RON et j'ai un code RAI pour les particules, et en fait je vais bosser, éditer mon truc en live et voir dans le jeu l'animation se répéter, un peu comme on pourrait avoir dans Godot ou Unity, quoi. Mais là l'idée c'est que Bevy fait rien pour nous, il y a la glue et nous on amène les Lego, quoi. Voilà. Ouais. J'ai l'expérience en fait d'un jeu en tant qu'obéiste avec Raylib, et à chaque fois qu'on fait des jeux, en fait, on a besoin de gérer la gravité, la vélocité sur le déplacement des personnages. Est-ce que dans Bevy, en fait, il y a des choses qui sont déjà préfaites pour justement éviter de tout refaire soi-même? Ouais, donc la question c'est est-ce qu'il y a des choses pour gérer la gravité, globalement la physique dans Bevy? Et en fait, ça tu l'auras pas dans Bevy fourni par Bevy, mais il y a un crate qui s'appelle Bevy Rapier qui est le moteur physique Rapier derrière où il y aura tout ça en gros. Donc la communauté a un très bon support, mais c'est pas officiellement supporté par l'équipe qui est derrière Bevy, quoi. Ouais. Et les plateformes que tu supportes, du coup, tu as parlé de Windows, il y a d'autres plateformes que tu supportes, que Bevy supporte? Alors Bevy supporte pas mal de plateformes, vous allez avoir Windows, Mac, Linux, Wasm. Et aussi mobile, mais alors mobile j'ai aucune expérience, je pourrais pas te dire si c'est bien ou pas. J'ai parlé avec des devs qui m'ont dit mobile c'est chiant, à chaque fois on est obligé de forker le moteur et de tweaker des trucs. Mais ça c'était il y a 1 an ou 2, donc je sais pas où ils en sont à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas dire des choses qui sont fausses, quoi. Et WebAssembly? Ouais pardon, WebAssembly, ouais. C'est bien supporté Plutôt pas mal, ouais. Alors moi j'en ai jamais fait, parce que pour le coup mon jeu, comme j'utilise Fmod par exemple, c'est mort. Je me suis jamais posé la question, mais de ce que j'en lis de la doc, ça a l'air d'être assez bien supporté, quoi. Il faut faire gaffe à des petits gotchas sur le chargement d'assets, mais c'est en tout cas c'est supporté, quoi. J'ai essayé en 3D, ça marche. Ah ben voilà. Donc, on a quelqu'un dans la salle qui a testé que ça marche très bien en 3D. Ouais. Moi j'ai une double question. Ouais. La première c'est quelle expérience tu avais de Rust avant de te lancer là-dedans? Ouais. Et la deuxième c'est quand tu t'es lancé, c'est quoi on va dire, j'imagine que tu as regardé un peu l'écosystème, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir Bevy? Qu'est-ce que tu as évalué? Ou est-ce que tu voulais juste faire du Bevy? Ok. Donc la question c'est est-ce que j'avais fait du Rust avant Bevy et qu'est-ce qui m'a fait venir dans Bevy en gros alors j'avais jamais fait de Rust, j'ai appris le Rust pour Bevy justement. En fait je crois que j'ai vu passer ça sur Hacker News, il y avait quelqu'un qui disait il y a un nouveau moteur, ça a l'air trop bien. Et en gros, je suis allé voir et quand j'ai lu la présentation, la promesse, je trouvais ça vraiment génial, le côté ECS en fait m'a tout de suite attiré. Vu le type de jeu que je fais, qui est un jeu de gestion très systémique, j'ai pas été embêté avec Bevy. J'ai trouvé ça assez naturel, voilà. Bon, il y a une courbe d'apprentissage Rust plus Bevy qui est quand même assez costaud, mais j'en ai pas vraiment souffert et j'ai pas regretté. Par contre, j'ai essayé de faire un jeu de plateforme, j'avais fait un jeu de plateforme avec Godot pour une jam, et quand j'ai essayé de le porter sur Bevy, galère, j'ai pas trouvé ça hyper fluide. Donc je pense que j'aurais pas utilisé Bevy si j'avais pas fait le jeu que je fais, en tout cas le type de jeu que je fais. Je sais pas si ça répond complètement à ta question. Ouais. Pour rebondir là-dessus, du coup, qu'est-ce que c'est le côté ECS, ce que je comprends qui t'a intéressé. Qu'est-ce qui t'a dit que ça valait le coup d'aller sur Rust? Il n'y a pas de ECS en C++ qui soit plus mature? Plus mature, ouais. Donc la question c'est pourquoi avoir choisi d'aller sur Rust et Bevy alors qu'il pourrait exister des implémentations ECS plus matures. En fait c'était un peu la curiosité de vouloir tester Rust. Donc en gros c'est le premier moteur ECS dont j'ai pris connaissance. Il y en a un autre en C++ qui s'appelle Flex, FLECS, qui est vraiment complet, qui a beaucoup plus de trucs que Bevy. Quoique Bevy est en train de rattraper, et puis il y a une certaine amitié entre les communautés où ça s'envoie les bons tuyaux dans la façon de concevoir un moteur.
Mais en gros, j'avais vraiment piqué de curiosité par celui-là en particulier, où je trouve que la syntaxe, elle est quand même assez lisible. Quand on écrit des queries, le système de typage de Rust fait que c'est vraiment tout de suite très facile à lire. Là où un ECS en C++, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de syntaxe à mettre autour, et je sais pas, quelque chose qui me parlait un peu moins, quoi. Donc j'ai pas mieux à dire que ça. Il n'y a pas de. Tu parles de Flex, c'est quelque chose qui est reconnu, qui était vieux, ou non? Le 16, ça reste quand même assez neuf en général. Alors, est-ce que du coup Flex et le CS c'est une idée neuve? Non, ça quand même, c'est un pattern qui a quelques années, qui a ses détracteurs. Vraiment, il y a ses promoteurs et ses détracteurs, on va dire. Il y en a beaucoup qui veulent mettre de l'ECS partout, et il y a des personnes connues comme Jonathan Blow qui a fait Witness, qui lui est anti-ECS. Pour lui, il vaut mieux faire ça. On peut bricoler ça à la main avec des boucles for et des while soi-même. C'est un pattern qui a quand même quelques années, ouais. Et alors Flex, à l'époque, il y avait Hytale, un Minecraft-like qui avait un peu fait parler, qui avait bougé dessus. Et qui en fait sont revenus pour repasser à Java, mais j'ai l'impression que quand je comprends le truc, c'est plus pour des histoires de politique interne que vraiment de techno, quoi. C'est qu'ils avaient un truc qui marchait à peu près bien, ils ont voulu le refaire et ça a foiré en cours de route, quoi. Ah ouais, ouais. Vas-y, de toute façon, je sais pas niveau temps, tu me dis. Ok. Ok. Est-ce que tu prototypes tout avec Rust et Bevy, ou est-ce qu'il y a des moments où ça te freine par rapport à un autre moteur où tu auras accès à des outils de scripting qui te permettraient de faire des choses plus arbitraires et peut-être moins cohérentes dans ce que tu fais là? Ouais, alors la question c'est est-ce que c'est embêtant pour le prototyping en gros le fait d'utiliser Bevy et Rust? Et c'est une bonne question parce que c'est un vrai problème en fait. Souvent dans le jeu vidéo, on a une contrainte, c'est de faire une application où on a envie d'y aller pour le plaisir d'y aller en fait. C'est un logiciel de content, qu'il soit pratique ou pas, on est obligé par sa boîte de l'utiliser. Un jeu, il faut arriver assez dur, donc on a ce côté hors de la technique pure où on va playtester, avoir des problématiques de est-ce que c'est fun, est-ce que c'est les feelings du joueur là ils sont bons, est-ce que tout est bien timé. Et ça, ouais, souvent on a besoin de faire du code dégueulasse pour tester des trucs rapidement parce qu'en fait on veut aller faire playtester son jeu. On s'en fiche d'avoir fait une cathédrale de code, on veut juste dire est-ce que mon concept il marche, après je le ferai bien et ça va tourner nickel. Et c'est vrai que là pour le coup Rust et Bevy ça a été un frein avec les temps de compilation. Le borrow checker aussi où on se prend la tête sur des trucs sur lesquels on n'a pas envie de s'embêter à ce moment-là. Donc il m'arrive des fois d'ouvrir Godot et de tester des trucs vite fait dans Godot visuellement, soit pour des particules, tout ça. Et j'avais même fait une petite expérimentation qui était de charger des scènes de Godot dans Bevy, de faire un petit parseur où je vais lire les fichiers de Godot et j'instancie des trucs. C'était notamment pour faire de la UI. Je suis en train de bosser là sur mon jeu sur un système d'achievement en arborescence. Donc on obtient un achievement, ça débloque un arbre et on progresse comme ça. Et on choisit un peu les missions qu'on veut accomplir pour progresser dans la gestion de son village. Et bien ce placement des trucs, je l'ai fait dans Godot et en fait je vais lire mon fichier scène pour après moi dans Bevy placer ça comme je veux. Donc ouais, en effet, ça peut être un frein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes dans la communauté qui ont pointé ce problème. Ouais. Du coup, c'est un peu sur le même sujet, mais il y a eu pas mal de mouvements là, ces derniers mois sur le rechargement à chaud. Oxus en particulier, ils ont vachement progressé. Là, ils ont le rechargement presque complet à chaud de tout le code sans devoir recompiler. Il y avait des efforts chez Bevy, mais je n'ai pas suivi. Est-ce que ça a bougé ou est-ce qu'on est toujours au point mort sur ce Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a du hot patching, en gros, du rechargement à chaud sur Bevy? Et en effet, ouais, ça a progressé. Ils ont récupéré le taf qui a été fait par Dioxus. Mais là, le problème qu'on a actuellement, c'est que ça gère qu'un crate, un niveau de crate, donc le crate de l'application. Si on utilise un workspace, comme c'est mon cas, eh bien, en fait, le hot patching va marcher que sur le crate principal et pas sur toutes les dépendances qu'on peut avoir en librairie. Il y a quelqu'un qui a commencé à bosser sur le support, sur le guide de Dioxus. Là, il y a des trucs, mais apparemment c'est un peu buggy, c'est pas encore stable et ça n'a pas fait tout son chemin jusqu'à Bevy. Ce truc-là n'a pas fait son chemin. Donc ça arrive, mais on ne sait pas quand. Ok. Et si je peux, question connexe, Ouais. justement sur les tests d'itération, est-ce qu'il y a des gens qui ont bloqué un langage de scripting, par exemple, pour faire RaiScript ou Arduino, n'importe quoi, pour justement pouvoir prototyper vite et éventuellement réécrire un reste si Ouais. on veut solidifier. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a du support du scripting en gros dans Bevy? Alors c'est pas officiel, c'est pas géré par Bevy, mais il y a deux crates auxquels je pense. C'est Bevy Mode Scripting et Bevy Scriptum. Moi j'utilise Scriptum pour le coup, qui permet de brancher en gros des trucs et de faire du scripting avec du Lua, du Rai et du Rune, je crois, pour l'un.
Moi j'ai choisi Rai parce que ça ressemble un peu à Rust, donc au moins on n'est pas dépaysé quand on passe de l'un à l'autre. Et ça existe, mais c'est supporté par la communauté. Et l'intégration avec le côté ECS, elle est plus ou moins forte, quoi. Il y en a, c'est faut se débrouiller. Tu crées ta propre API que tu vas exposer en gros à tes scripts. Et d'autres où tu peux carrément écrire des systèmes en scripting et ça va tourner côté scripting et communiquer, quoi.